Alors comme je suis entre guillemets la philosophe de service et que j'interviens en premier, donc dans la division du travail, je vais donc peut-être faire quelques rappels conceptuels, quelques rappels définitionnels, et j'espère que j'espère que ça ne sera pas totalement inutile. Dans les quelques questions que vous m'avez soumises par courriel avant cette rencontre, mon regard a été attiré par la question suivante. Les artistes ont-ils le monopole de la créativité ? Et cette question m'a vraiment interpellée parce que s'il y a bien un mot qui est d'une certaine manière galvaudé aujourd'hui, récupéré dans maints domaines, c'est bien celui de la créativité. Au fond, tout le monde prétend à la créativité dans le monde de l'entreprise, dans les INSPE, la créativité pédagogique. Enfin, c'est vraiment un mot extrêmement galvaudé. Il y a vraiment une récupération du terme de création artistique. Et c'est surprenant à deux égards. C'est surprenant, premièrement, parce que nous l'avons sans doute oublié, tellement c'est devenu un lieu commun, mais qu'on puisse parler de création en l'attribuant à quelque chose ou à quelqu'un d'autre qu'à Dieu, ça a demandé un travail conceptuel absolument considérable. Donc je vais rappeler quelques jalons, je ne vais pas faire de l'érudition, mais ça demande en fait un travail considérable au niveau du concept même de création et au niveau de la conception de l'art. Et ça m'étonne à un deuxième titre, c'est que si le terme de création artistique ou de créativité est devenu un lieu commun, en réalité, sur le plan philosophique, disons, ça n'est plus un concept qui est totalement pris au sérieux, en toute rigueur de terme. Alors, pour l'illustrer, peut-être je vais vous soumettre une petite expérience de pensée qui est très courante dans la philosophie contemporaine. C'est, nous sommes à la plage, nous avons donc tout le sable qui est à notre disposition et nous faisons un château de sable. Question, y a-t-il quelque chose de nouveau dans le monde avec ce château de sable, ou est-ce qu'on a uniquement à faire un réaménagement des choses qui sont déjà là ? Alors, quand je suis avec mes étudiants, je m'amuse à ce moment-là à montrer évidemment des châteaux de sable de plus en plus complexes, et des véritables sculptures de sable à la fin. Et intuitivement, on a l'impression que tant qu'on a affaire à des choses assez de base, il n'y a rien de nouveau dans le monde, mais on a juste à faire un réaménagement du sable. Mais à partir du moment où il y a un certain niveau de complexité, à partir du moment où il y a véritablement création, même, enfin production, même éphémère de quelque chose qui peut susciter une certaine émotion, etc. À ce moment-là, intuitivement, on a l'impression que quelque chose d'effectivement nouveau est arrivé dans le monde. Maintenant, on le dit, mais est-ce que ça veut dire vraiment quelque chose ? Et est-ce que le terme de création est particulièrement adapté ? Pour les penseurs de l'Antiquité, pour Platon, pour Aristote, l'idée même qu'il y ait création tout court est quelque chose d'inconcevable. Même Dieu ne crée pas. Dieu, le démiurge, opère un changement à partir de quelque chose qui est déjà là, qui est la matière. Donc on peut comparer l'artiste à Dieu en ce qu'il façonne quelque chose qui est déjà présent. La comparaison entre le travail artistique et la production divine, si je puis dire, devient problématique dès lors qu'on considère le rapport de Dieu au monde en termes de création. Le créateur ne fait pas qu'opérer des changements dans ce qui est déjà là, à savoir la matière. Il crée véritablement toute chose, y compris dans sa dimension matérielle. À partir de là, il est clair
que parler de création à propos de n'importe quelle créature, même des anges, hein, c'est absolument inconcevable. Alors, comment se fait-il que ce concept ait pu être transféré à la production humaine? Alors, il est clair que absolument. Alors, ce transfert, hein, il a lieu à la Renaissance. Il a lieu à la Renaissance, où on commence à comparer la figure de l'artiste avec la figure divine en ce qu'elle est véritablement créatrice. Mais évidemment, jamais personne n'a soutenu que les artistes créaient la matière, hein, qu'ils étaient véritablement créateurs en toute rigueur de terme. Dès lors, c'est uniquement dans la dimension intellectuelle de la production artistique qu'on va pouvoir parler de création. Parce qu'évidemment, l'artiste, s'il est créateur, il ne peut pas l'être comme Dieu. Donc, s'il est créateur, il va être créateur du point de vue intellectuel, du point de vue de l'idée qui va être incarnée dans une matière. Donc c'est Panofsky, le grand historien de l'art allemand dans Idea, hein, qui a en particulier montré tout ce cheminement historique. Mais donc le concept moderne d'art, hein, le concept de bel art, c'est-à-dire l'idée d'une production qui ressemble à certains égards à la production artisanale, mais à laquelle on attribue un statut particulier. Elle est liée à ce transfert du concept théologique de création à un certain type d'humain qu'est l'artiste. Mais évidemment, comme l'artiste ne crée pas la matière, c'est uniquement dans sa dimension intellectuelle qu'il va être créateur. Hein. Ça va être l'idée qui va être produite. Hein. Donc on voit bien comment il y a partie liée, il y a une relation entre ce transfert du concept de création de Dieu vers l'artiste et l'idée que l'art authentique, l'art en tant que tel, l'art distinct des arts mécaniques, l'art distinct de l'artisanat est quelque chose qui est d'abord intellectuel. Bien sûr, il va y avoir une traduction matérielle, mais au fond, l'essentiel du travail artistique, il est créatif, et il est créatif dans l'ordre de l'intellectualité. Et c'est ce que veut signifier Vasari, hein, quand il caractérise le bel art par rapport aux arts mécaniques, dans le fait que le bel art, c'est un art du dessin. Il ne veut pas seulement dire par là que ce sont des arts qui nécessitent des esquisses ou des projets, ou qui nécessitent concrètement un dessin. Il veut dire que fondamentalement, ce sont des arts du disegno. Fondamentalement, ce sont des arts qui vont nécessiter une forme de création intellectuelle. Et c'est cela que désigne le dessin exactement. Alors, cette notion de création, elle a partie liée avec un troisième terme, hein, donc création d'une part, l'art distinct des arts mécaniques, ou l'art avec un grand A, si je puis dire, distinct des techniques et des arts mécaniques. Et cette notion de création, elle a partie liée donc avec un troisième terme qui est celui de génie, bien sûr, qui est celui de génie. Alors, toutefois, vous pourriez m'objecter, mais au fond, cette idée de création, même si on la restreint, entre guillemets, au plan intellectuel, au fond, elle ne va peut-être pas de soi non plus. Après tout, le fait que l'homme puisse avoir une idée absolument nouvelle, qui ne soit pas simplement un réagencement d'idées antérieures,
au fond, il y a là quelque chose qui est également discutable. Donc, la question, c'est est-ce qu'on veut maintenir cette idée de création? Est-ce qu'on veut la prendre au sérieux ou est-ce qu'on considère que c'est simplement une métaphore? Si on veut la prendre au sérieux tout en prenant acte de la difficulté de produire quelque chose d'absolument nouveau. Donc non pas un réagencement de quelque chose d'antérieur. Pensez à mon château de sable initial. Ce château de sable, il peut avoir un équivalent intellectuel, d'accord? Donc non pas réagencer des idées, non pas réagencer des concepts, mais vraiment produire quelque chose de nouveau. Est-ce que l'homme peut vraiment tirer cela de lui-même? Alors, vous avez des philosophes et des théoriciens qui vont répondre eh bien oui. Donc, des philosophes comme Benedetto Croce, par exemple, vont vous dire qu'effectivement, il y a cette possibilité. Mais à vrai dire, ils sont plutôt minoritaires. Et donc, la plupart des philosophes vont avoir tendance à souligner qu'il faut il faut que l'homme tire de quelque chose d'autre cette puissance créatrice, y compris lorsqu'on la considère dans sa dimension intellectuelle. Alors, qui peut finalement qu'est-ce qui peut donner de son pouvoir créateur à l'artiste? Alors, il y a une hypothèse qui est plutôt minoritaire, mais qui a encore quelques partisans au XXe siècle, et ben c'est simple, c'est Dieu. Chez des auteurs comme Maritain, chez des auteurs comme Gilson, vous avez l'idée que d'une manière ou d'une autre, si on veut maintenir qu'il y a création artistique, non pas de manière métaphorique, non pas comme quand on a des formations dans les entreprises et y compris parfois dans les universités, nous appelons à être créatifs. Non, la création, vraiment en toute rigueur de terme, il faut que d'une manière ou d'une autre, Dieu soit de la partie. Donc, il faut, d'une certaine manière, l'artiste à ce moment-là est le procréateur, mais il faut que Dieu donne quelque chose. Bon, c'est une option philosophique plutôt minoritaire aujourd'hui, mais je vous en fais état quand même. Bon. Deuxième possibilité, là cette fois-ci, il y a je ne dis pas que Gilson et Maritain ne sont pas des grands noms, mais il y a des grands noms. Mais deuxième option qui est plus, disons, qui a de très grands noms de l'histoire de la philosophie derrière elle, c'est que c'est la nature. C'est la nature qui est capable de donner. C'est l'homme en tant qu'il est nature, c'est l'homme en tant qu'il est nature, en tant que la puissance de la nature participe de la création artistique, qui va donner à l'homme sa capacité de créer quelque chose de véritablement nouveau, donc sur le plan intellectuel. Alors évidemment, ça c'est je dis évidemment parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est évident, mais le grand nom, c'est Kant. C'est Kant qui pense le génie de cette manière-là. Le génie est véritablement créateur. Il produit ce qu'il appelle des idées esthétiques. Alors une idée esthétique, c'est une petite plaisanterie de philosophe. Les idées esthétiques, c'est pas du tout des idées, en fait. C'est ça qui est amusant. Enfin, moi, je trouve, mais bon. Donc, les idées esthétiques, qu'est-ce que c'est? C'est une image, c'est une production de l'imagination. Donc, c'est pas une image avec de la peinture, etc. Ça va le devenir après, mais dans un premier temps, c'est un produit de l'imagination absolument nouveau. Donc, y compris si c'est un peu imitatif, etc. Bon, mais c'est plutôt mieux si c'est pas imitatif, mais c'est un produit de l'imagination qui est absolument nouveau et qui donne beaucoup à penser, mais rien de déterminé. Voilà. C'est ça l'idée esthétique pour Kant. C'est quelque chose qui donne beaucoup à penser, qui relance sans cesse la contemplation, la méditation intellectuelle, etc., mais qui ne va rien donner de précis à penser, qui ne va pas donner de thèse, qui ne va pas délivrer de messages, etc. Et donc cette tradition kantienne, elle est poursuivie par des auteurs romantiques comme Schelling par la suite,
par des auteurs comme Dufresne en France, donc qui est l'ancien président de la Société française d'esthétique. Alors, donc, aujourd'hui, dans la philosophie de l'art contemporain, ces théories sont plutôt minoritaires, hein, et finalement, la notion de création artistique, elle a tendance à être considérée plutôt comme une métaphore. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser. Mais les théoriciens de l'art contemporain vont, évidemment, il faudrait, mais disons, ce n'est plus la position consensuelle. La position consensuelle, c'est de dire qu'au fond, ce qu'il y a, ce sont des réagencements novateurs des choses. Alors évidemment, donc ce qui a donné lieu à ce type de théorie, c'est évidemment le choc. C'est déjà ancien, c'est déjà de la vieille histoire. Hein, mais nous, les philosophes, on met du temps à prendre acte de ce qui se passe. Hein. Donc, ce sont les ready-made du Champien, etc. Donc, l'idée que, finalement, vous avez quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose qui donne beaucoup à penser, mais au fond, sur le plan artistique, sur le plan ontologique, si je parle dans mon jargon, hein, eh bien, c'est un simple réagencement des choses. Hein, vous prenez casier à bouteille, vous prenez une pelle à neige, et c'est un simple réagencement du monde. Et donc, au fond, pour des auteurs comme Goodman, par exemple, ou comme Danto, au fond, cela nous donne la clé de toute production artistique en tant que telle. C'est-à-dire qu'au fond, on a toujours affaire à un certain réagencement des choses, mais qui est positionné dans une situation telle que ça donne beaucoup à penser. Alors, est-ce que je suis trop longue? Non, ça va. Il me reste encore un tout petit peu de temps. Alors peut-être que les choses bougent un tout petit peu toutefois. Donc là, je vous ai fait vraiment à grands traits disons les grands jalons conceptuels à propos de cette notion de création. Il me semble que dans ma discipline, qui est la philosophie, ce qui change tout de même ces dernières années, c'est la question de la virtualité. C'est la question des images virtuelles, et qui obligent, si vous voulez, à repenser cette notion de création. Et il me semble que cela peut produire parfois une certaine illusion. C'est-à-dire que, bien sûr, ça peut produire un certain nombre d'illusions. C'est-à-dire que les images virtuelles, surtout pour des philosophes qui habituellement ne sont pas très fortiches en informatique, les images virtuelles peuvent donner le sentiment qu'elles sont immatérielles. Alors qu'évidemment, c'est une illusion. Enfin, tout ce qui est de l'ordre du numérique, de l'image virtuelle, et ça n'a rien d'immatériel en réalité. Mais donc, ces images virtuelles qui n'imitent pas la réalité, qui ne sont pas des images de la réalité, qui sont, etc., donnent lieu, disons, dans la philosophie contemporaine, parfois à une espèce de retour du refoulé, et un retour, si vous voulez, d'une vision assez idéaliste de la création artistique, hein, comme si effectivement, avec ce nouveau médium, eh bien, on pouvait à nouveau remettre en selle cette idée de création artistique, de création intellectuelle, mais en un sens, vraiment en un sens rigoureux. Hein. J'insiste ici, c'est ce que je suis en train de vous dire sur la notion de création. Il ne s'agit pas ici de faire la police des mots. Hein. Il ne s'agit pas de dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser le mot de création à propos de l'art. Mais la question, c'est de savoir si on l'utilise en un sens littéral ou si on l'utilise simplement en un sens métaphorique. Hein. Et donc, force est de constater que, disons, ces dernières années, la prise en considération des œuvres virtuelles, de la virtualité, oblige à un certain nombre de modifications dans les
le consensus, dans les consensus définitionnels, disons, dans les concepts que nous acceptons, etc. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui est encore en train de se chercher et qui est en mouvement. Voilà pour les quelques précisions conceptuelles et définitionnelles que je voulais faire au seuil de cet échange. Voilà.